Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Aujourd'hui, nous profitons de la venue sur Tours de Madame Yuki Sekine, professeure de droit à l'Université de Kobe, spécialiste du droit social et européen, pour parler des étrangers au Japon et de leurs droits sociaux, et plus particulièrement aussi de la rigidité des frontières japonaises comparées aux droits européens. Bonjour Madame Sekine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors Madame Sekine, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter, nous expliquer votre parcours s'il vous plaît ? Alors voilà, je suis professeure de droit social à l'Université de Kobe au Japon. Et je suis en fait née en Belgique. J'ai grandi en Belgique, j'ai fait presque toute ma scolarité en Belgique. J'ai eu un diplôme de droit d'abord à l'Université libre de Bruxelles. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à Tokyo, à l'Université de Tokyo, sous le professeur Iwamura, qui est, je pense, très connu du milieu académique français. Ensuite, j'ai travaillé au Bureau international du travail à Genève et j'ai rejoint l'Université de Kobe en 2004 en tant que professeur associé, et puis maintenant je suis professeur. Donc vous êtes finalement européano-japonaise. Exactement, oui. J'ai grandi en Belgique, mais dans une famille très japonaise, où mes parents m'ont inculqué en quelque sorte les valeurs japonaises. Quelles sont les études que... Alors vous avez parlé des études que vous avez poursuivies, et quelles sont vos spécialités plus particulières ? Alors, c'est le droit de la sécurité sociale, qui s'étend un petit peu au droit du travail, mais essentiellement, je fais du droit de la sécurité sociale. Et aussi du droit européen de manière comparative par rapport au système japonais. Et donc là, vous travaillez avec l'Université de Tours, justement, sur ces questions de comparaison ? Oui, alors le professeur Monjal m'a invité très généreusement en tant que professeur invité. J'interviens dans les cours de droit européen, en particulier sur les questions sociales et avec une approche comparative par rapport au système japonais. Alors justement, en tant que japonaise, quel est votre regard sur l'Union européenne et sur son droit ? Alors c'est très large comme question. Bon, il faut dire que étant multiculturelle, comme vous l'avez dit, probablement je ne représente pas la vision typique que se font les Japonais du droit européen, puisque j'ai grandi dans un milieu européen, même si ça fait maintenant plus de 20 ans que j'habite au Japon. Mais je dirais que quand je parle avec mes étudiants ou quand je parle avec mes collègues, d'abord la vision qu'ont les Japonais du droit européen est une vision très sociale. Donc ils se font de l'Europe une image d'une région où les systèmes sociaux sont très très développés, où la sécurité sociale est très en avance par rapport au Japon. Bon, moi, en ayant étudié la question, je ne suis pas forcément, tout à fait en accord avec cette vision des choses. Je pense que le système de sécurité sociale japonais est aussi très développé et je dirais différent du système européen. Mais il est vrai que comme le système japonais s'inspire beaucoup des systèmes européens, je pense que on a tendance au Japon à se dire, voilà, puisqu'on s'en inspire, c'est que l'Europe est en avance. Je dirais que à ce niveau, au niveau actuel, on a mutuellement beaucoup de choses à échanger et beaucoup d'idées à partager et éventuellement développer des solutions qui peuvent s'inspirer l'une de l'autre. Justement, vous nous parlez, vous nous avez dit que le Japon s'inspirait du droit européen pour son droit social. Comment cela se fait que ça s'inspire ? D'abord, les académiques japonais ont toujours une approche très très comparative. Donc quand on fait des études poussées au Japon, il est presque obligatoire de choisir un pays, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, de choisir un pays ou deux pays
dont on étudie le système en profondeur. Et forcément, de là vient toute l'inspiration dont le système japonais bénéficie. C'est obligatoire lorsque l'on... C'est obligatoire, oui. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, à partir de quel niveau d'études? Je dirais le 3e cycle. Même au niveau de l'université de Tokyo, même au niveau du 2e cycle, il était fortement encouragé d'étudier un système en étudiant la langue et d'étudier un système juridique étranger, et en particulier en droit social, la France est un pays de prédilection. Et quand vous dites 2e cycle, 3e cycle, ça correspond à quoi à peu près au niveau français? Au niveau français, je dirais le niveau master, doctorat. Oui. D'accord. On aurait de quoi s'inspirer. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Madame Yuki Sekine, professeure de droit à l'université de Kobe, spécialiste du droit social et européen, nous parle du droit japonais comparé au droit européen sur la question notamment des étrangers, questions sociales. Alors, Madame Sekine, vous vous êtes présentée, vous nous avez expliqué quel est un peu votre regard en tant que japonaise sur l'Union européenne et le droit européen. Il y a une nouvelle législation japonaise qui a été adoptée concernant les étrangers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment qu'est-ce qu'elle prévoit, cette nouvelle législation? D'accord. Alors, cette législation n'est pas tout à fait récente, elle date de 2019 et elle porte en particulier sur, pas directement sur les droits sociaux, mais sur l'immigration. Et donc le Japon a été traditionnellement connu comme étant un pays où l'immigration est très restrictive, elle est limitée. Et en particulier pour les travailleurs peu qualifiés, enfin dits peu qualifiés, les règles étaient très strictes et le gouvernement japonais avait adopté une position officielle selon laquelle elle ne recourait pas à l'immigration pour le travail peu qualifié. Mais comme vous le savez sans doute, le Japon est mis face à une situation de vieillissement très rapide de la population. Le Japon est maintenant le pays le plus vieux au monde. Et donc là, il est mis face au mur, je dirais, ou d'abord pour le financement de la sécurité sociale, aussi pour la pénurie de main d'œuvre, il est forcé. À l'heure actuelle, il n'a vraiment pas le choix, plus le choix, de ne pas recourir à l'immigration. Et en ce sens, il a effectué une réforme des lois de l'immigration où il a élargi le champ les statuts de travailleurs qui peuvent obtenir un visa pour travailler au Japon, qui s'étend aux travailleurs, disons, peu qualifiés. Alors justement, lorsqu'on parle d'étrangers au Japon, de qui parle-t-on exactement? Qu'est-ce que c'est qu'un étranger pour un Japonais? Pour un Japonais, c'est essentiellement celui qui n'a pas la nationalité japonaise. Donc il y a là-dedans, quand on parle en particulier des étrangers, ce seraient les étrangers qui résident au Japon. Mais à l'heure actuelle, c'est ceux qui restent plus que 3 mois. Donc, c'est pas forcément des étrangers qui résident pour 5 ans, 10 ans, mais dès qu'on dépasse 3 mois, donc même les étudiants d'échange qui restent pour un semestre au Japon sont maintenant, ils sont couverts par la loi sur l'immigration. Et donc, justement, quels sont ces statuts pour les étrangers? Quels sont ces nouveaux statuts? Alors, à l'heure actuelle, tous les étrangers, donc ceux qui n'ont pas la nationalité japonaise, qui résident au Japon pour une période de plus de 3 mois, sont soumis aux mêmes lois sur la sécurité sociale que les Japonais, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de cotiser pour les systèmes, pour les assurances sociales. Ce qui leur donne en même temps droit aux prestations. Et donc, est-ce qu'ils peuvent travailler au même titre qu'un Japonais sans aucun souci? Est-ce qu'il y a quand même des démarches à effectuer spécifiques pour s'enregistrer ou...
Ah oui, alors le fait d'avoir l'obligation de s'inscrire, de cotiser pour la sécurité sociale n'a pas de rapport direct avec le droit de travailler. Et donc pour le droit de travailler, il y a des visas spécifiques. Donc c'est justement la réforme dont je vous ai parlé de 2019, elle prévoit des statuts de travailleurs supplémentaires à ceux qui existaient déjà. Et donc jusqu'à présent, pour être travailleur au Japon, pour obtenir le visa de travail, il fallait avoir certaines qualifications qui étaient évaluées avant l'octroi du visa. Alors que maintenant, c'est toujours le cas, mais alors il y a des visas supplémentaires de travailleurs pour les travailleurs peu qualifiés. En particulier dans les domaines où il y a une forte pénurie de main-d'œuvre, comme la construction, l'agriculture, les infirmières, les infirmiers, le personnel de soins, etc. Donc, par exemple, une personne européenne qui souhaiterait aller travailler au Japon n'est pas obligée d'avoir un très haut niveau universitaire du moment qu'elle a, par exemple, une qualification dans un emploi demandé. Par exemple, vous avez dit les soins médicaux ou infirmiers, le bâtiment, etc. Exactement. Est-ce qu'il y a des prérequis, par exemple, sur la langue qui sont exigés? Au niveau peu qualifié, non. Même au niveau, je dirais, hautement qualifié, je pense que la langue n'est pas forcément un critère. Ça dépend des visas. Secteurs, ou des visas. Je suppose on peut échanger, par exemple, en anglais, notamment dans les plus hautes sphères. Oui, tout à fait. Je pense que tout dépend vraiment du domaine dans lequel la personne souhaite travailler. Alors, quelle perception les Japonais ont-ils des étrangers lorsque... Est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce que vous êtes plutôt européenne, même si vous êtes aussi japonaise. Alors, je pense que... les Japonais ont une image, je dirais, plutôt positive des étrangers. Ils sont plutôt ouverts, mais c'est difficile j'ai tendance un petit peu à généraliser un peu facilement, mais je pense que comme il y a encore un problème de langue, de barrière de la langue, ils ont peut-être peur de ne pas pouvoir communiquer avec l'étranger. Donc je pense que plutôt que la peur de l'étranger en soi, c'est plutôt la peur de ne pas pouvoir bien communiquer qu'ont les Japonais et qui explique peut-être la réticence de l'opinion publique jusqu'à présent à l'ouverture des frontières. Il y a peut-être aussi une question de culture. C'est vrai, même en Europe, on voit quand même qu'il y a des différences culturelles entre les pays. Et c'est d'autant plus flagrant entre les continents. Et c'est vrai que les Japonais, on a tendance à penser qu'ils sont un peu froids, qu'ils ne veulent pas nous approcher, mais c'est peut-être aussi culturel, justement. Ils ont leur bulle autour. Oui. Donc c'est vrai que la langue, c'est un facteur essentiel, parce que le japonais, c'est quand même une langue très difficile, je pense, à apprendre. Et de même, tous les étrangers ne parlent pas forcément anglais, ou tous les japonais ne parlent pas forcément anglais, ou d'autres langues. RCF, à Amboise, 100.4, à Cheverny, 96.4. Chaque samedi, dans Contre-courant, les journalistes RCF vous ouvrent de nouveaux horizons. Partez en reportage à la découverte de lieux pas comme les autres et inspirez-vous de ceux qui les animent. Contre-courant, c'est tous les samedis à 15h sur RCF et à tout moment en podcast sur l'application RCF. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous poursuivons notre exploration du droit japonais et du droit européen en lien avec les étrangers, avec Madame Yuki Sekine, professeure de droit à l'université de Kobe, spécialiste du droit social et européen. Alors Madame Sekine, vous nous parlez justement de la perception que les Japonais ont des étrangers. Vous aviez quelque chose à rajouter? Je me dis que la position géographique du Japon en tant qu'île, les Japonais parlent souvent de pays-île, Shimagoni, pour expliquer un peu leur timidité, alors aussi du caractère restrictif des frontières. Et
En fait, le Japon aime parfois se comparer à l'Angleterre, en disant que bon, c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas très cosmopolite et pas très bon en langue. Bon, c'est en train de changer, mais je pense que le fait d'être une île, dans l'esprit des Japonais, justifie le fait qu'on soit un peu timide par rapport à l'étranger, en comparaison à l'Europe. Ça les isole, en fait, un petit peu. Hein. C'est ce caractère d'insulaire par rapport au reste du continent. Oui, je pense que psychologiquement, ils se sentent aussi un petit peu isolés. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus précisément des droits qui sont octroyés, les nouveaux droits qui ont été octroyés aux étrangers, notamment le droit de circulation. Bon, vous avez parlé aussi des droits sociaux. Y a-t-il d'autres droits plus spécifiques qui ont été accordés à ces étrangers ? Alors, disons que la réforme dont je vous ai parlé de 2019 était surtout un élargissement des statuts de résidents au Japon, mais en matière de droit à proprement dit, il y a eu des réformes qui se sont faites graduellement à partir de, je dirais, 2002-2003, où le Japon a réalisé que tôt ou tard, il serait obligé d'ouvrir ses frontières. Et ces réformes se sont faites, je dirais, assez discrètement, pas vraiment pour octroyer des droits supplémentaires aux étrangers résidents, mais surtout, par exemple, en matière sociale, les lois ont été mises en place pour que tout étranger arrivant au Japon soit, du moins dans le texte, traité exactement de la même manière que les Japonais. Dans les faits, vous savez que c'est pas toujours, il y a toujours des moyens de détourner un petit peu, et bon, ça se fait. Alors une autre, je dirais, préparation à l'arrivée des étrangers a été de digitaliser, je pense, les registres de la population de manière très très poussée, et ce pas seulement pour les étrangers, mais aussi pour les Japonais. Donc le Japon a introduit une carte en 2016 qui s'appelle la My Number Card, qui contient beaucoup d'informations en matière de sécurité sociale, aussi des comptes en banque, enfin toutes sortes d'informations dont on ne sait pas, on ne mesure pas exactement la portée. Je pense que ce serait très difficile d'introduire le même genre de système en Europe, puisque les gens sont un peu plus pointilleux sur la protection de leurs données. Mais donc, je pense que l'introduction de ce système digitalisé permet aussi au gouvernement japonais et aux collectivités locales de mieux contrôler les allées et venues non seulement des Japonais, mais aussi des étrangers. Et je soupçonne que une fois ce système mis en place, ils se sont sentis un peu plus rassurés sur le fait d'ouvrir les frontières, puisqu'ils se sont dit on va mieux pouvoir contrôler notamment l'immigration illégale. Effectivement, c'est une supposition. Oui, bien sûr, ce serait effectivement difficile peut-être à mettre en place ce genre de système. Nous avons le RGPD en Europe, et effectivement, tout système qui pourrait être à des fins de contrôle véritablement ne passerait pas forcément dans nos démocraties occidentales et européennes. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que, notamment au niveau social, en tout cas sur le papier, les étrangers sont considérés comme égaux, entre guillemets, aux Japonais, puisqu'ils ont accès aux mêmes soins, etc. Mais est-ce qu'ils sont également égaux par rapport aux sanctions qui peuvent leur être infligées ? Bon, je dirais que dans la loi, ils ont les mêmes droits. Donc, mais en tant qu'étranger, si forcément il y a un problème de langue, et pour qu'ils soient totalement égaux, il faudrait que l'interprétation, il y ait des systèmes mis en place pour qu'ils aient accès par exemple, à pouvoir se défendre ou dans leur langue. Ça, je ne suis absolument pas spécialiste dans le domaine, donc je ne peux pas me prononcer. Je sais qu'il y a qu'il y a beaucoup d'interprètes qui sont disponibles bénévolement, gratuitement dans les systèmes juridiques. Mais maintenant, quand on compare le système juridique japonais et européen, je sais que les Européens, par exemple, on a vu le cas de Carlos Ghosn. Bon, les Japonais ont des réserves sur le caractère.
Je dois dire que personnellement, moi aussi, j'ai quelques réserves. Mais comme je ne suis absolument pas spécialiste, je préfère ne pas trop m'avancer. Il n'y a pas de problème. Oui. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. Et nous nous intéressons aujourd'hui au droit japonais, au droit européen, notamment sur les étrangers. Donc, Madame Sekine, vous nous avez parlé donc, de cette législation japonaise donc, qui date de 2019 sur les étrangers, l'ouverture un peu aux étrangers. Quelle est, à l'heure actuelle, la portée de cette loi? C'est encore très récent, mais quelle est la portée de cette loi? Alors, ils ont prévu dans cette loi, dans cette réforme de 2019 qu'ils allaient octroyer 300 000 visas pour ces travailleurs peu qualifiés sur une période de 5 ans. Donc quand on pense à la population japonaise, c'est pas un nombre très très important. Combien y a-t-il d'habitants au Japon? Alors, je suis pas très bonne avec les chiffres. 125 millions. 125 millions. Merci. Oui. Je dois toujours convertir. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, sur 125 millions, on a actuellement une population étrangère résidant au Japon d'à peu près 2% de la population. Donc, en calculant, ça fait combien de... Non, laissez tomber les calculs, c'est pas très grave. 2 millions, oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. 2% de 125 millions, c'est pas énorme. Voilà. Donc, 2 millions plus 300 000, donc je sais pas comment évaluer ça, mais je me dis que bon, c'est peut-être pas un chiffre révolutionnaire, je dirais, mais je pense que l'important, c'est que le japonais annonce assez clairement que dorénavant, on va devoir faire appel à l'immigration pour la pénurie de main-d'œuvre, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc, il avait toujours affirmé que non, on ne le ferait pas. Et donc là, ils ont dit, voilà, on est obligé de le faire. Oui. Donc, c'est surtout, je pense, cette idée plutôt que le nombre de visas qui a, à mes yeux, son importance. Oui, c'est vraiment la prise de conscience, finalement, qu'on ne peut plus faire autrement. Voilà. Et donc, c'est ça qui vraiment est le point de tournant, en fait. Voilà. Peut-être que dans les années à venir, il y aura d'autres visas, plus qui vont monter en puissance. Là, c'est le début, on va dire. Oui. Bon, et surtout à cause du Covid, pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Effectivement. On reparlera un petit peu après du Covid, mais c'est vrai que ça a mis un petit peu tous les pays du monde à mal. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous parler des points communs ou des différences aussi qui peuvent exister entre les droits et les libertés dans la législation japonaise et dans la législation européenne? Oui, alors là, c'est encore très large, mais je dirais qu'une des différences, je pense, fondamentale entre le système japonais et le système européen, c'est que il y a d'abord le principe fondamental en droit européen de liberté de circulation qui n'est pas du tout le cas au Japon. Donc la liberté de circulation n'est pas absolument pas une priorité pour le gouvernement japonais. Donc même si quand il accueille un japonais, et maintenant on parle d'accueil, dans la législation ou dans les discussions on parle d'accueil du travailleur étranger, il considère que c'est important qu'il soit bien accueilli, que sa vie au Japon se passe bien, qu'il ait accès à tous les services publics, à l'éducation des langues, à une aide à l'installation. Donc on considère qu'il faut vraiment prendre soin du travailleur étranger. Mais par contre, la garantie de la liberté de circulation n'est pas une priorité. Donc, dès lors qu'il commettra une erreur qui sera considérée par le gouvernement japonais comme étant inacceptable, il sera expulsé. Donc là, il y a encore, je pense, une grosse différence en matière de... Et par exemple, qu'en est-il du droit des familles? Est-ce que, parce que souvent en Europe, on a des personnes qui viennent travailler et puis parfois qui s'installent ou alors qui sont déjà mariés et puis comme ils font leur vie en Europe, leur famille les rejoigne. Qu'en est-il au Japon? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Alors,
justement, dans le cadre de ces nouveaux statuts de travailleurs, il n'est pas prévu que les familles rejoignent ces travailleurs dans un premier temps. Donc là, on voit aussi qu'il y a une différence au niveau de la garantie des droits. Mais je ne me souviens plus exactement, mais au bout de quelques années, effectivement, il aura le droit, je pense que c'était 3 ou 4 ans, il aura droit à comment on appelle le rassemblement familial. Oui, le rapprochement familial. Oui. RCF, l'Europe en 43 minutes. Nous continuons l'Europe en 43 minutes avec la comparaison des droits japonais et européens en lien avec les étrangers avec Madame Yuki Sekine. Alors Madame Sekine, vous nous avez parlé de différences qui existent fondamentales entre les deux législations européennes et japonaises, notamment sur la liberté de circulation, au niveau social aussi sur le rapprochement des familles, en tout cas pas possible avant un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a des points communs quand même entre ces législations? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez que la législation japonaise s'inspirait aussi des législations, notamment européennes. Je dirais qu'au niveau des droits sociaux des étrangers, je ne vois pas vraiment de points communs ou de points de comparaison. Je dirais que non, puisque quand j'évoque, quand je m'imagine, quand je pense aux droits européens et droits sociaux des étrangers, il y a quand même toujours ce principe sous-jacent de la liberté de circulation qui n'a pas au Japon. Donc je vois pas vraiment de point de comparaison, en tout cas à l'heure actuelle. Puisque justement les frontières jusqu'à présent étaient très restrictives et fermées, et que ça n'a jamais vraiment été un souci au Japon de s'assurer une main-d'œuvre étrangère. Donc l'étranger a toujours été une sorte d'invité, de guest, qui avait certes sur le papier les mêmes droits que le japonais, mais je pense que à ce point de vue-là, il y a peu de similitudes. Donc le Japon a été touché par la pandémie de Covid-19 comme le monde entier, bien entendu. Quel a été l'impact de de la pandémie sur le Japon qui s'est fermé à plusieurs reprises? En plus, son caractère insulaire a facilité, entre guillemets, sa fermeture. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un impact? Est-ce que ça s'est ressenti? Quelles sont les conséquences, en fait? Il y a eu certainement un impact. D'abord au niveau économique, puisqu'il y a eu plusieurs, lockdowns, confinements, qui n'ont pas été aussi restrictifs, je pense, qu'en Europe, mais certainement il y a eu des retombées économiques, il y a eu des personnes qui ont perdu leur emploi, dont les garanties de revenus, je pense, qui ont été quand même assez généreuses et importantes au Japon, n'ont malheureusement pas réussi à atteindre toutes les personnes qui ont été affectées. Donc je pense que l'impact est très grand. On s'attend à ce qu'il y ait quand même une très grosse crise, une inflation qu'on constate déjà en Europe et qui arrive aussi au Japon. Donc je pense que l'impact a été très très grand. Je dirais que la différence avec l'Europe, c'est de nouveau le contrôle frontière. Donc le thème d'aujourd'hui, la rigidité des frontières japonaises. Bon, dès le début de la crise, fin mars, le Japon a décidé de fermer ses frontières et la fermeture ne s'est jamais véritablement allégée. En novembre 2020, il en a été question, mais après il y a eu de nouveau les variantes et donc on peut dire que depuis 2 ans, les frontières japonaises ont été très très fermées. Et est-ce qu'il y a... Là, ça s'est rouvert, je crois, récemment, non? C'est en train de se réouvrir doucement, mais pas encore complètement. Il y a encore des restrictions, il y a
n'acceptent encore que 10 000 étrangers par jour. Donc on est loin des 300 000 prévus par la loi de 2019. Oui, enfin disons que les 300 000 c'est sur une période de 5 ans. Donc, moi, je dirais que oui, les frontières japonaises sont encore fermées, même si on a recommencé à accepter les étudiants d'échange, ce qui est important pour nous, mais non, ça reste encore fermé, je pense. Et est-ce que cette pandémie a eu fait évoluer ou a eu un impact sur la vision de l'étranger au Japon? Parce que c'est quand même venu, entre guillemets, de l'extérieur, cette pandémie. Est-ce que vous pensez, ou dans l'opinion japonaise, est-ce qu'il y a une évolution de cette opinion, de cette vision de l'étranger? Écoutez, honnêtement, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais je dirais que puisque l'opinion publique a été plutôt favorable à la fermeture des frontières suite à la pandémie, je pense que inconsciemment, ils se disaient que donc on laisse entrer des étrangers, on laisse entrer le virus. Donc, il y a certainement eu dans le mental des Japonais une association aussi par rapport à l'Europe. Je pense qu'ils se sont dit que les restrictions étaient moins strictes en Europe puisque le taux d'infection était plus grand, plus élevé. Donc peut-être que, j'imagine qu'ils se sont fait une idée de l'étranger comme étant peut-être un peu moins strict sur le respect des règles. Bon, je ne sais pas, c'est aussi une supposition. C'est peut-être aussi inconsciemment que ça a été assimilé comme ça, peut-être pas dit directement, mais inconsciemment, effectivement, en plus le caractère insulaire favorise ce repli un petit peu sur soi. Mais et comme même si la loi était très récente, la pandémie arrive début 2020, bam, ça ferme tout, ça bloque le processus, et c'est pas comme si peut-être que les choses étaient enclenchées depuis 2-3 ans avec l'arrivée de nombreux travailleurs extérieurs. Est-ce que justement la pandémie a eu aussi une influence peut-être sur la législation en matière migratoire? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été revues pendant la pandémie, ou est-ce qu'on s'en est tenu à la loi de 2019? Oui, pas à ma connaissance. Je pense qu'ils ont été, ils se sont concentrés sur la gestion de la pandémie et pas vraiment sur les lois de l'immigration. Surtout que les frontières étaient fermées, donc à mon avis, ils ont mis cette loi un peu de côté. On y repensera peut-être un peu plus tard quand les choses se seront un peu calmées. RCF, l'Europe en 43 minutes. Alors, du coup, je me tourne aussi vers Monsieur Monjal, qui nous a accompagnés aujourd'hui, Pierre-Yves, donc professeur de droit public à l'Université de Tours. Merci Pierre-Yves aussi d'être avec nous. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la perception qu'ont eu les Européens, justement pendant cette pandémie, de la fermeture totale, complète du Japon? Parce que beaucoup d'entreprises européennes ont des intérêts et des filiales au Japon. Bien entendu, merci. D'abord, je remercie ma collègue d'être intervenue ce matin dans le cadre de cette émission, et qui, par ailleurs, est professeur invité à l'Université de Tours là, pour un petit mois. Alors, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce qu'elle nous a présenté, et il y a des éléments d'analyse tout à fait intéressants. Alors, j'entre pas dans la comparaison du système de protection sociale, d'une part, et la question de la mobilité des étrangers entre l'Union européenne et le Japon, ça a été très bien exposé tout à l'heure. Pour répondre très directement à votre question sur la perception, parce que vous avez terminé justement tout à l'heure sur ce point, qu'on a eu en France, et peut-être plus largement en Europe, de la pratique de la fermeture du Japon pendant de très nombreux mois, ça a été quand même un objet d'étude, si je puis dire, et de surprise. Alors, vous évoquiez évidemment les entreprises.
françaises notamment, mais pas seulement d'ailleurs, qui sont installées au Japon, et donc l'interruption de la circulation, parce que le pays était littéralement fermé pendant de très nombreux mois, a dû évidemment provoquer des difficultés sans doute assez rudes pour ces entreprises. Mais nous avons, eu à Tours, et on a bien connu le sujet, des grandes difficultés avec la mobilité des étudiants. D'ailleurs, Mme Sekine l'a évoqué tout à l'heure. Enfin, le Japon s'ouvre de nouveau à la mobilité des étudiants et des enseignants par la même occasion. Et on a pu expérimenter, nous, malheureusement, cette fermeture, puisque 2 années de suite, nos contingents d'étudiants français, y compris d'ailleurs cette année, n'ont malheureusement pas pu se rendre dans les universités partenaires, dont l'université de Kobe. Alors, c'était très surprenant à observer, et au fond, ce qui est ressorti, ce sont un petit peu les points suivants. D'abord, quand même, presque un objet de fascination, comment ce grand pays, qui est le Japon, a pu se murer littéralement, interrompre tous les flux de circulation diverses pendant pratiquement 1 an et demi, je crois, si peut-être être plus précis sur la période, et réussir malgré tout à survivre économiquement. Ça a été quelque chose d'assez fascinant entre guillemets à observer, étant entendu que historiquement le Japon a connu aussi ces grandes période de fermeture dans son histoire, pendant plusieurs siècles d'ailleurs, 2 siècles en tout cas, et donc il y a peut-être cette tradition insulaire, cette culture, où à un moment donné, ou vraisemblablement, moi je vois comme ça, les Japonais, ce pays, sentant peut-être un danger, et pour le coup c'était un vrai danger, le Covid, a réussi à faire bloc et se couper. Bon, et à se maintenir aussi en vie. Et bien entendu, à se maintenir en vie. Premier élément. Deuxième élément, peut-être sur le plan touristique, ça a dû être assez difficile, et bien entendu, puisque depuis quelques années, quand même, le Japon a connu une très très belle envolée touristique, mais ce qui a permis, je crois aussi, aux Japonais de peut-être découvrir leur pays sans les touristes. J'ai quelques camarades et amis japonaises et japonais qui m'ont dit ça, en disant, finalement, on en a profité pour sortir, pour découvrir notre magnifique patrimoine culturel divers, sans les touristes, mais on sait ce que c'est quand on va visiter les châteaux de la Loire où il y a énormément de touristes, c'est pas les moments les plus faciles. Le Louvre, le Louvre, voilà, prenons l'exemple que pour du les Louvre. Français, c'est appréciable aussi. Je pense au pavillon d'or à Kyoto, par exemple, enfin tout leur magnifique monument. Il y a peut-être eu un effet bénéfique de ce point de vue-là, vraisemblablement. Et puis évidemment, donc ce qui est aussi problématique, là je reviens à la question de la mobilité et des universités, c'est que des relations avec, comme dans tous les pays d'ailleurs, mais peut-être plus singulièrement avec le Japon, ces relations doivent être entretenues régulièrement. Alors, un grand plaisir de travailler avec Madame Sekine, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, on se voyait pratiquement tous les ans et demi, soit en France, soit surtout au Japon me concernant. Et là, clac, du jour au lendemain, rupture. Plus trop d'échanges, plus trop d'envois de mails. On était dans une espèce de temps un petit peu suspendu, alors ce qui était très frustrant, bien entendu. Et ça, c'est à renouer, c'est à reconstruire. Alors, ce sera facile les relations, avec Kobe, voilà. Mais peut-être relancer avec les dynamiques aussi. Bien sûr, relancer les dynamiques. Et là, pour le coup, la dynamique a été rompue. Et je crois enfin aussi, c'est que le Japon, ça c'était très 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 étonnant, a peut-être démarré plus tardivement sa campagne de vaccination, comparé à la France, comparé à l'Europe. Et il y a eu un rattrapage en quelques mois où les campagnes de vaccination et le taux de personnes vaccinées a été absolument considérable. Et puis j'ajoute enfin un dernier point, et là je le sais que nous avons eu des collègues japonais qui ont malgré tout pu venir en France pendant la période du Covid, mais je crois que nous, Français, particulièrement, on devait faire très très peur aux Japonais, dans la mesure où nous avions un taux de pandémie, de contagion extrêmement élevé, extrêmement important, ce qui n'était pas tout à fait le cas quand même au Japon, qui était quand même dans des chiffres et des proportions bien moindres. Et toute la question justement des comment on appelle ça, des barrières, des gestes barrières et de la discipline que nous devions avoir,
peut-être que nous n'étions pas en mesure de rivaliser, d'être à la hauteur justement des pratiques de nos amis japonais qui, alors traditionnellement et depuis très longtemps, alors ça fait un petit peu partie de l'image d'Épinal, mais portent régulièrement dans le métro des masques. Donc là, finalement, on parlait de l'imprégnation peut-être du droit européen ou des pratiques européennes sur le Japon. Là, je pense qu'il y a un effet retour tout à fait intéressant. Alors c'est vrai en Asie d'une manière générale, mais au Japon en particulier, puisque c'est notre sujet, où nous allons copier, entre guillemets, mimer les pratiques, les bonnes pratiques de nos amis japonais. Comme quoi, on se nourrit un petit peu les uns des autres. Merci beaucoup. Voilà, on s'inspire, exactement. Merci. Merci beaucoup, Madame Sekine, donc d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pierre-Yves pour votre intervention. C'était l'Europe en 43 minutes, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, Centre Europe Direct. À bientôt. Merci beaucoup.